Bonjour, on va parler de plein de choses dans notre émission. On va faire du sport, on va parler de l'alimentation de vos animaux de compagnie, de mode, avec le retour du tailleur pantalon. On aura un invité que vous aimez beaucoup, un écrivain qui s'appelle Bernard Werber. Avec lui, on va explorer le monde de l'au-delà en s'interrogeant sur le fait que peut-on communiquer avec les défunts ou pas. C'est la question qui sous-tend son enquête policière. Si je vous dis Bernard Werber, vous pensez à la trilogie des fourmis, vous pensez au Thanatonautes, vous pensez à Demain les chats. Et bien là, il publie un nouveau roman. C'est un roman, une enquête policière, puisque son héros est victime d'un meurtre. Il décède et donc depuis l'au-delà, il va mener l'enquête par l'intermédiaire d'une médium. Il y a quelque chose de ghost. On est emporté dans ce roman, on apprend des tas de choses sur l'au-delà, si l'on y croit. C'est vraiment intéressant. Mais même si on n'y croit pas, d'ailleurs, on n'apprend pas le mal de choses historiques. Alors effectivement, l'histoire, c'est l'histoire d'un écrivain assassiné, vous l'avez dit Sophie, qui au-delà de la mort va tenter de comprendre comment on l'a tué et donc de s'aider des défunts en quelque sorte. Alors l'idée de rentrer en contact avec des esprits, c'est pas tout neuf. Depuis l'aube de l'humanité, on cherche à contacter les anciens en quelque sorte. Et alors, est-ce que c'est vrai que c'est Edison qui a créé la première machine? On lui posera la question. On lui posera la question parce que justement, c'est indiqué dans son livre. À partir du 19e siècle, on va lancer la grande mode du spiritisme dans tous les salons aristocrates de Paris, de Londres et d'ailleurs. On va faire tourner les tables. Moi, je me suis demandé comment tout ça va évoluer parce que cette mode du spiritisme est un petit peu retombée quand même. Il y a plein d'écrivains qui ont adoré ça d'ailleurs, comme Victor Hugo. Alors Victor Hugo, Conan Doyle et beaucoup d'autres sont des gens qui quand même avaient subi des décès de proches, ça les avait marqués. Bref, j'ai voulu savoir comment avaient évolué ces technologies de contact avec les défunts. On ne touche plus forcément aux tables tournantes ou au fameux Ouija, vous savez, cette planchette. Et on va regarder un petit peu tout ça. Je suis parti dans un château de nuit, évidemment, à la rencontre du président du groupe d'études des phénomènes paranormaux, le GREP. Et regardez, on a fait un test. Serait-il possible de communiquer avec l'au-delà, de rentrer en contact avec l'esprit des défunts ? Depuis le 19e siècle et l'avènement du spiritisme, nombreux sont ceux qui ont tenté l'expérience et qui s'en disent convaincus. Parmi eux, des personnalités comme Camille Flammarion, Arthur Conan Doyle, Victor Hugo ou encore Thomas Edison qui auraient tenté de mettre au point le premier outil technologique pour dialoguer avec les morts. C'est Thomas Edison qui, selon la légende en tout cas, aurait voulu créer une machine dédiée à ça, vraiment spécifique à ça, à l'enregistrement de la voix des morts. Mais plus sérieusement, c'est dans les fins des années 50 en fait qu'un cinéaste appelé Jürgensen en fait a réellement commencé à entreprendre ce qu'on appelle aujourd'hui les phénomènes de voix électronique, la captation des phénomènes de voix électronique. Et c'est vraiment lui qui a initié en fait tout ce qu'on appelle aujourd'hui TCI. La TCI, la transcommunication instrumentale, ou l'idée de dialoguer avec les esprits par le biais de la technologie, comme des magnétophones, des radios, des enregistreurs numériques, ou aujourd'hui un simple téléphone portable. On pose, on enregistre, on pose des questions, on attend, on fait le silence, on marque bien tous les bruits qu'on entend environnant, on stoppe, on réécoute après, et voilà, c'est un jeu de patience. Et à force de répétition, on peut tomber sur des phénomènes de voix électronique. Une méthode simple et un matériel accessible à tous. Nous avons donc tenté l'expérience dans une chapelle isolée en plein cœur de la nuit. Est-ce qu'une entité souhaiterait se manifester à nous ? Après avoir tour à tour posé une dizaine de questions, l'étape de l'écoute avec un son amplifié n'a malheureusement donné aucun résultat. Si certains sons peuvent être interprétés par notre cerveau comme étant des mots ou des voix, il existe cependant des enregistrements très rares où l'on peut entendre des voix claires qui semblent répondre aux questions posées. Globalement, sur des heures et des heures d'enregistrement, on a pu isoler 6, 7, 8 sons. Voilà, sur 4 ans de recherche et de travaux, 6 sons qui nous font réellement nous poser des questions quant à leur provenance. Le phénomène, bien que sujet à interprétation, semble donc bien réel. Reste alors la question essentielle. D'où proviennent ces voix? Une question qui, à ce jour, reste sans réponse. Alors, réaction de Bernard Werber, évidemment, en lisant votre livre, forcément on se pose la question, vous y croyez ou pas? Vous avez enquêté, vous passez en revue quand même tout ce qui interroge sur la vie après la mort et sur la communication avec des personnes disparues dans ce livre, à travers une enquête policière donc de votre héros, écrivain,
mort et qui tente de retrouver celui qui l'a tué. Alors, vous y croyez ou pas? C'est la question quand même. Je crois que la seule position honnête, c'est agnostique. Je ne sais pas, je me renseigne. J'ai une formation de journaliste scientifique. En tant que journaliste scientifique, je ne crois que ce que je vois. Ouais. Par contre, ça ne m'empêche pas d'être curieux. Et donc, pour écrire depuis l'au-delà, j'ai rencontré des médiums, j'ai discuté avec eux, et ce que je regarde, c'est la cohérence de leur récit. Ouais. Je ne vais pas aller faire des expériences comme David, je ne vais pas me retrouver dans des châteaux à écouter des petites voix. D'une certaine manière, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire. Je suis raconteur d'histoire, j'aime qu'on m'en raconte. Après, je crois que chacun fait sa propre idée et je vais surtout pas vous dire j'y crois ou j'y crois pas. Alors, par exemple, vous avez je rencontré une médium qu'on a reçue ici plusieurs fois, qui Oui. s'appelle Patricia Daré, et je pense que c'est peut-être grâce à elle et ce qu'elle nous a raconté que vous décrivez les différentes strates qu'on peut trouver dans l'au-delà. Alors, il y a le bas astral, le moyen astral, le haut astral. On apprend des choses. Et vous menez l'enquête quand même comme un scientifique. Oui, mais la première information que m'a donnée Patricia Daré, faites bien de la citer parce que c'est une médium extraordinaire avec qui j'ai eu beaucoup de bonheur à prendre des informations. Donc, qui recevrait des messages tels votre héroïne, l'une de vos héroïnes, Lucie. qui est Lucie et qui est médium et qui a des maîtres dans l'au-delà qui en réfèrent à sa hiérarchie, qui demandent l'autorisation. Donc, c'est ce que vous décrivez, tout ça. C'est ce que vit Patricia Daré. D'abord, Patricia Daré, elle m'a dit, dans les Thanatonautes, tu dis qu'il y a 90% de gens qui se réincarnent et 10% de gens qui restent des amérantes. Et elle me dit, je crois que c'est plutôt le contraire, 90% qui restent des amérantes et 10% qui se réincarnent. Des âmes errantes, hein, voilà. Oui, qui deviennent des esprits, qui restent là. Il doit y en avoir en ce moment autour de nous. Parce que l'autre thèse, c'est qu'on pourrait se réincarner. Lorsqu'on a atteint le plus haut niveau astral, on peut choisir de se réincarner. Alors, donc, quand on meurt, on a le choix. Soit on se réincarne, selon les médiums, soit on se réincarne, soit on reste là. En général, ceux qui restent là, c'est parce qu'ils ont un lien émotionnel, c'est-à-dire soit ils veulent savoir ce qui va arriver à leurs descendants, soit ils veulent voir la suite du feuilleton, et ils savent que s'ils se réincarnent, en fait, c'est comme un ordinateur qui va être rebooté. Donc, on va oublier la vie précédente. Moi, j'aime bien cette idée. J'aime bien cette idée qu'on n'a pas que cette vie. On n'est pas juste une petite graine. C'est plutôt sympa de se raccrocher à cette idée-là. Voilà, et on n'est pas juste des corps de chair, on est des esprits qui, quelque part, utilisent des corps de chair comme véhicules. Alors, vos héros, c'est formidable parce qu'ils peuvent s'échapper de leur corps par une petite lucarne esconçante comme ça, puis hop, il y a leur âme qui s'en va, leur esprit qui s'en va et leur enveloppe corporelle qui reste sur Terre. Oh, moi, j'adorerais pouvoir faire ça, c'est formidable. C'est de la décorporation. Vous avez essayé, vous ? Oui, mais est-ce que ça a marché tant qu'il n'y a pas un détecteur scientifique qui dit tiens, votre âme n'est plus dans votre corps? Je veux dire, j'ai eu cette impression parce qu'il y a des gens qui m'ont appris à le faire. Mais je crois que ça fait partie du travail et de journaliste et d'écrivain, c'est de se renseigner, essayer après de le présenter d'une manière sympathique, voire ludique, là c'est le cas en polar. Voire excellente, hein, parce que franchement, on est emporté dans votre univers. Alors, on vous laissera découvrir, si ça vous intéresse, évidemment, tous ces univers-là. Il faut que vous lisiez le livre. Ce qui m'a beaucoup amusé aussi, c'est que en filigrane, il y a une véritable critique du milieu littéraire, parce que vous conspuez les prix littéraires, les assemblées comme les doctes assemblées comme l'Académie, et vous avez l'air de dire que on traite les romanciers à succès pas forcément comme des écrivains notables qui font partie de des académies, qu'à partir du moment où vous avez du succès en France, c'est que forcément vous n'êtes pas un bon écrivain. C'est ce que vous avez l'air de dire. C'est ce que dit mon personnage. À plusieurs reprises dans le livre, quand même. Vous y revenez. Hein, mon héros est un écrivain qui écrit des polars. Et une fois qu'il est mort, il découvre un peu comment fonctionne le milieu littéraire dans ses coulisses. Et vu que Lucie est son amie médium qui va mener l'enquête avec lui, elle est toute étonnée de découvrir les mœurs de ce métier qui forme une sorte de tribu, qui a des habitudes qui datent, j'allais dire, de Rabelais, puisque Rabelais déjà appelait ça les pisces vinaigres sorbonnards, c'est-à-dire tous ces arbitres des élégances de la littérature qui tiennent le système et qui empêchent toute émergence de nouveautés. Alors, il y a même les esprits d'écrivains décédés qui s'affrontent. Alors, il y a deux armées. Il y a les romanciers classiques, les académiciens, et puis il y a les romanciers de l'imaginaire et tout ce monde-là. Dans l'au-delà. C'est très rigolo. Et puis alors, au milieu de tout ça, il y a des bribes d'une encyclopédie que vous avez écrite. Ouais. Une encyclopédie, effectivement, qu'on retrouve dans le roman de Bernard. Et c'est fascinant parce que du coup, on voyage à travers une enquête policière et qui est pleine de rebondissements. Et en même temps, on a cette encyclopédie qui nous donne des informations
informations tout à fait réelles sur les enquêtes, sur le paranormal, sur les esprits, etc. Et par exemple, moi j'étais convaincu que jamais il y avait une histoire de fantôme qui avait réussi à donner des indications suffisantes pour résoudre une enquête criminelle. Et bien dans le livre de Bernard, j'ai pu apprendre ça. Il y a une enquête, je crois, qui se passe aux États-Unis, absolument, qui est officielle, où il y a un fantôme à aider quelque part. Enfin, c'était une histoire de meurtre, en fait, une fille qui avait été assassinée par son mari, et le fantôme de la fille est apparu à sa mère et a dit, c'est lui qui m'a assassiné. Et expliquer comment ça s'est passé. Voilà. On a pu vérifier que ça s'était réellement passé comme ça. Du coup, le type a été condamné grâce à ça. C'est historique, oui. Mais c'est historique. Enfin, on sait aussi qu'il y a pas mal de services de criminologie qui font appel à des médiums pour essayer d'avoir C'est quelques très discret, pistes. en général, ils communiquent très peu dessus. Bon, merci d'être venu nous voir. Bernard Merci à vous Werber, de c'est m'avoir publié chez Chez Albin Albin Michel. Michel. Albin Michel. Et franchement, c'est un très bon livre. C'est formidable. On est embarqués. Je suis content que vous l'ayez lu. C'est agréable de sentir que on débarque et l'écrivain, enfin écoutez, c'est la moindre des choses. Ça s'appelle faire son métier. journalistique, voilà, non, c'est... Merci, Alexandre. Alors évidemment, ça va vous faire réagir. Donc, on vous pose la question, contact avec l'au-delà. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? On en reparlera bien évidemment avec David dans une prochaine chronique. En tout cas, tous vos commentaires sur notre Facebook, c'est au programme et je vous en remercie. Alors, non seulement on lit les livres dans cette émission, mais en plus on vous offre à manger. Donc c'est plutôt sympa, non? Voilà. Alors, Céline, c'est donc une entrée. Vous avez travaillé la ricotta. Alors, c'est une semaine spéciale noix. Voilà. Donc, vous nous proposez quoi? Une entrée? Une entrée ce matin. Donc, du coup, j'ai voulu changer un petit peu de la classique ricotta qu'on met souvent dans les lasagnes. On fait des lasagnes épinards ricotta ou fourrées dans des desserts aussi, comme les cannolis. Donc là, je l'ai mis en entrée. Donc, c'est une ricotta qui est farcie avec un mélange de tomates séchées, de noix, d'ail et de persil. Donc, je vous montre tout de suite comment on fait. C'est très simple à faire. Et c'est à manger tiède, en fait, comme ça, ou avec un petit peu de pain. C'est assez original. Donc, pour la farce, on va simplement prendre du persil, nos fameuses noix, qu'on va simplement un petit peu torréfier et couper, enfin concasser en morceaux. On rajoute... Vous n'avez pas mis de vinaigre de Banyuls? Non, là j'ai mis, c'est vrai, on aurait pu. J'ai mis une petite vinaigrette en dessous, mais c'est avec du vinaigre de vin. Donc, alors, donc là on met nos noix, un petit peu d'ail, les tomates séchées. Il n'y a jamais à voir. Et ensuite, on va, en fait, la touche originale, il y a un petit goût citronné à l'intérieur de la ricotta. C'est le za'atar dont je vous parlais tout à l'heure. Donc le za'atar, c'est un mélange d'épices orientales qu'on voit ici, voilà. Donc c'est un mélange qu'on peut faire aussi chez soi avec du sésame grillé. Je vais en prendre un petit peu. Vous faites la cuisine, vous, Bernard? Non, vous n'êtes pas un écrivain gastronome. Non. Voilà. Vous êtes, Non, je écrivain plains trop, je scientifique. suis pas assez dans les choses matérielles. Mais c'est vraiment délicieux. L'idée de mettre des noix, j'ai jamais pensé. Ça rajoute un petit côté croquant aussi qui est assez intéressant. Donc là, dans le za'atar, il y a du sésame, de l'origan, thym, sarriette et une pointe de sumac. Donc pareil, c'est une épice un petit peu orientale qui d'ailleurs aide à faire digérer. Donc c'est parfait. Un petit aussi, pignon parfait. Et les pignons, c'est dans la salade. Donc là, pour la ricotta farcie, on va tout simplement prendre un couteau. Donc là, je l'ai mis en petites portions. On pourrait le faire aussi en mode à partager comme ici. Ça donne du goût et ça donne du croquant, donc Tout c'est à plutôt fait. réussi. Donc là, on coupe simplement le chapeau. On va farcir avec notre mélange qu'on a préparé. On va remettre le chapeau, un filet d'huile d'olive et ça, j'ai fait cuire au four sur des tomates. Pourquoi sur des tomates? Parce qu'après, c'est très délicat à reposer aussi sur l'assiette. Donc du coup, c'est la petite astuce pour pouvoir facilement les retirer du plat du four. Donc là, je vais remettre... Hop. Ça paraît toujours facile. C'est pas très compliqué, là, Non, c'est pas franchement. très compliqué. Donc vous faites cuire sur un litre Voilà. de tomates Donc, crues. ici, on met des tomates crues tout simplement. On va D'accord. mettre un filet d'huile d'olive. Notre ricotta. Donc là, Oh, la bonne idée, c'est de farcir, n'est-ce pas, Louise? Exactement. Hein, de farcir la ricotta, c'est original. C'est simple et rapide et c'est impressionnant. Et Tout à fait. vous faites ça, vous faites cuire combien de temps? donc à peu près 15 minutes à 180 degrés. Et on le déguste tiède, c'est toujours meilleur parce que ça rajoute un petit coup. Enfin, ça développe toutes les saveurs quand il est dégusté tiède et non froid. Génial. Voilà. Depuis l'au-delà, le roman de Bernard Werber que vous allez
adorer parce qu'il va vous emporter dans des univers que vous ne connaissez probablement pas. Merci d'être venu nous voir. C'est publié chez Albin Michel. Thierry Beccaro, dans un instant. Je vous retrouve cet après-midi à 16h pour Affaires conclues. Excellente journée sur France 2, j'espère. Et toutes les infos de notre émission, la recette de cuisine sur notre site internet. Merci de votre fidélité. Au revoir.